Merci à vous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de participer au Hub Day, qui est maintenant un événement incontournable, je dirais, pour les assureurs. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur un sujet qui est extrêmement vaste. Quelle nouvelle modernité pour l'assurance? Alors, une première remarque, je ne sais pas qui a choisi le titre. Je trouve qu'il est particulier. Oui, il y a quelqu'un qui a dit moi? Ah, bah bravo. 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 Non, première remarque, vous avez mis un S à modernité, donc je pense que c'est un signe, effectivement, ce qu'on va voir. On a plein d'évolutions, plein de changements autour de nous, devant nous, pas du tout coordonnés d'ailleurs, donc ce sont bien des modernités auxquelles on fait face aujourd'hui. Et puis la deuxième remarque, c'est merci aussi, parce que je trouve que dans cette sinistrose ambiante où on a parfois tendance à voir le progrès comme un défi, un danger. Pour moi, le terme de modernité, avec ou sans S, porte en lui-même une valeur très positive. Et donc, c'est sympathique de se dire que par-delà tout ce que je vais pouvoir dire maintenant, il faut garder en tête que tout cela est éminemment positif. Alors, première des modernités, alors celle-là, je ne sais pas si elle est complètement positive, mais en tout cas, je crois qu'elle s'impose à nous tous, c'est l'émergence d'une instabilité grandissante de notre environnement socio-économique et politique. Alors, instabilité politique et sociale tout d'abord. Dans la plupart des pays, on voit l'émergence de mouvements de contestation qui remettent en cause la stabilité même de nos institutions. On pense évidemment aux mouvements populistes en Europe en particulier, et puis évidemment on pense au mouvement des Gilets jaunes. C'est la première fois qu'on est confronté en France à un mouvement d'une telle ampleur, avec des manifestations aussi régulières, aussi violentes également. Alors certes, on a su gérer la crise, mais je crois que ce que ça nous montre, c'est qu'on doit être très très vigilant sur la stabilité sociale de notre pays. Au plan international, comment ne pas mentionner le Brexit, le Brexit qui n'en finit pas de déverser son incertitude sur les entreprises, mais aussi toutes les tensions diplomatiques au Moyen-Orient, en Asie, et qui remettent en cause jusqu'à la sécurité de tous nos concitoyens. Alors, instabilité économique aussi, avec un coup de froid sur la croissance mondiale qui est annoncée, cette croissance mondiale qui ne devrait pas dépasser 3% cette année. Instabilité économique avec les tensions entre la Chine et les États-Unis. Et je ne crois malheureusement pas que le voyage du président Macron va suffire pour apaiser ces tensions. Et tout ceci fait souffler un vent froid sur l'économie mondiale. Et puis enfin, il y a l'environnement financier, les taux qui sont négatifs. Alors d'abord, sur ces taux négatifs, rappeler que le secteur de l'assurance français est un secteur qui est solide. Il n'y a aucun sujet. Les assureurs ont tout à fait de quoi honorer tous les engagements qui sont portés aujourd'hui dans leur bilan. C'est important de le rappeler. Ceci étant dit, vous le savez, notre métier, c'est un métier prospectif. On passe son temps à se projeter dans l'avenir. L'analyse des risques que l'on fait, c'est toujours une analyse prospective. Et dans ce cadre-là, on est évidemment amené à se plonger sur les conséquences d'une éventuelle poursuite de ces taux négatifs sur une période beaucoup plus longue. Alors ça, c'était les grandes instabilités. En parallèle de ces instabilités, il y a aussi des tendances de fond, alors qui sont, elles, beaucoup plus stables, mais qui pour autant vont également impacter de façon extrêmement profonde nos métiers de demain. Alors je pense tout d'abord au changement climatique, qui constitue un défi majeur pour l'humanité et donc aussi pour les assureurs. Je voudrais juste rappeler un chiffre, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont bien en tête, mais quand même, entre les années 80 et aujourd'hui, le coût moyen des sinistres climatiques sur un an a été quand même multiplié par 3. Alors les assureurs ont déjà beaucoup investi pour étudier ces risques, pour aussi aider à les maîtriser. Je pense que ça va
modifier le comportement des assureurs, modifier aussi leur métier au sens où la prévention de ces risques va devenir quelque chose de plus en plus central et que toutes les actions qu'ils ont déjà entamées dans cette direction pour aider les assurés à maîtriser ces risques, elles ne vont faire que croître et embellir. Alors vous savez qu'une réforme du régime des catastrophes naturelles est envisagée. À ce titre-là, la FFA a évidemment toute une série de propositions à faire pour améliorer en particulier les conditions d'indemnisation, la rapidité d'indemnisation des assurés. Et puis je voudrais juste projeter un peu dans le futur et se dire que ce qui serait peut-être bien, avant d'aller jusqu'à l'indemnisation, c'est d'alerter nos concitoyens sur ces risques climatiques et de leur donner une vision très très pratico-pratique en organisant par exemple sur le territoire national ce que font les Japonais. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des Japanese Days, des journées japonaises, qui sont des journées dans lesquelles on informe sur les risques climatiques, les risques naturels dans les écoles, on fait des exercices, etc. pour améliorer la prise de conscience, parce que même si cette prise de conscience globalement, elle existe, elle ne s'est peut-être pas encore suffisamment traduite dans des actions concrètes de prévention de ces risques chez nos concitoyens. Ça, c'était la première tendance de fond. La deuxième tendance de fond, c'est évidemment le vieillissement démographique. En 2050, une personne sur 6 dans le monde aura plus de 65 ans, une sur 3 en Europe. C'est un défi gigantesque pour nos sociétés en termes de retraite, en termes de dépendance, en termes de santé aussi. Et du coup, par voie de conséquence, je dirais, une gigantesque opportunité pour les assureurs, opportunité d'apporter des solutions concrètes, mais aussi des solutions finançables dans le système d'aujourd'hui pour relever ce défi. Dernière grande modernité, dernière grande tendance de fond, la révolution digitale. Je l'ai gardée pour la fin parce qu'avec un titre pareil, le T-Day, il me semblait que c'était bien d'y passer peut-être un tout petit peu plus de temps. Cette révolution digitale qui a déjà commencé à modifier nos comportements d'abord d'assurés, de citoyens et évidemment le comportement des assureurs. Je pense que cette révolution digitale, elle pose deux grands enjeux pour les assureurs. Le premier, c'est la personnalisation des produits et donc aussi des tarifs, puisqu'effectivement, avec toutes les données disponibles sur les réseaux sociaux, via les objets connectés, l'analyse de ces données via l'intelligence artificielle, on va être de mieux en mieux armé pour proposer des garanties personnalisées à nos assurés et aussi, par voie de conséquence, des tarifs personnalisés. On a déjà commencé avec Pay How You Drive, donc il y a des endroits dans le monde où c'est déjà très développé, ça l'est un petit peu moins dans notre pays parce qu'il faut qu'il y ait plein de capteurs dans les voitures, mais on voit bien que c'est demain, c'est pas après-demain, c'est très très proche comme évolution et ça va certainement décoller très vite. Je voulais juste, on est là aussi pour se questionner en début de cet après-midi, évoquer ensemble le fait que si on pousse à fond cette logique de la personnalisation, ça aura aussi des conséquences sur la mutualisation. C'est-à-dire que si on pousse au maximum, si chacun de nous a son propre contrat et son propre tarif, c'est vrai que les conditions même d'exercice du métier de l'assurance, qui évidemment repose sur la mutualisation, en seront modifiées. Et je pense qu'en cela, ça nous pose question tout à fait particulière. Le deuxième impact de cette révolution digitale, c'est sur la gestion des risques, et puis en particulier la gestion des sinistres. La reconnaissance d'images, par exemple, va apporter énormément sur la gestion des sinistres, puisque en phase d'un sinistre, les assurés pourront juste prendre une photo, envoyer la photo, qui sera immédiatement traitée par des logiciels d'intelligence artificielle, etc., et pourra générer, alors pas pour les méga sinistres, mais enfin pour des petits sinistres, pourra générer soit l'intervention d'un professionnel, soit une indemnisation forfaitaire quasiment instantanément. Vous voyez bien que c'est quand même une énorme révolution dans la qualité du service qu'on va pouvoir apporter à nos assurés.
Les drones, quant à eux, alors les drones, eh ben, on a bien vu à Saint-Martin, hein, pour ceux qui voilà, ont contribué à gérer les conséquences de ce cyclone, à quel point il avait été difficile, ne serait-ce que pour les experts d'assurance, d'aller sur l'île, d'accéder et donc de commencer à faire des évaluations des dommages, etc. Bon, bah, avec les drones, à l'évidence, on peut, y compris en cas de catastrophe naturelle, aller très très rapidement sur place, survoler et donc se faire une première idée des conséquences d'une catastrophe. L'intelligence artificielle, elle va aussi permettre de développer des systèmes intelligents de détection des fuites, de gestion intelligente de la maison. Et du coup, tout ça ouvre pour nous, assureurs, une foule de services prometteurs qu'on pourra proposer à nos clients pour, encore une fois, améliorer la qualité de notre service. En matière de santé, hein, qui est un point très important et je pense une sphère de développement potentiel de l'activité des assureurs, ces nouvelles techniques, elles permettent également d'offrir des solutions à des vrais drames que vivent nos concitoyens tous les jours. Je pense par exemple aux déserts médicaux. Hein. La télémédecine, employée avec discernement et avec l'infirmière à côté de la cabine de télémédecine, c'est ce qui permet d'offrir une vraie réponse à des gens qui sont aujourd'hui dans l'impossibilité totale de consulter un professionnel de santé. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, hein, ce n'est pas du tout une déshumanisation de la médecine, hein, de faire appel à ces nouvelles technologies. C'est au contraire de traiter le maximum à distance et puis de réserver les médecins qui sont pas assez nombreux, pas assez disponibles, pour faire l'examen clinique quand ils ont les patients en phase 2. Donc, encore une fois, une révolution très positive pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc, vous voyez que ces grandes lames de fond et d'évolution de la technologie, du climat, etc., elles ont déjà engendré toute une série d'innovations dans notre secteur. Et en réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est de se poser la question de finalement comment ça fonctionne, cette chaîne de l'innovation, parce que nous allons en avoir de plus en plus besoin. Et en y réfléchissant, je me suis dit que ce qui était important, c'est de bien voir qu'il y a une alliance objective, win-win, je dirais, entre certains acteurs, les startups, les fintech, appelez-les comme vous voulez, et puis les entreprises vues à tort, parfois, comme un peu plus traditionnelles. Je m'explique, on est aujourd'hui dans un monde très très largement réglementé, les normes de conformité dans nos entreprises du secteur financier sont partout. Une des conséquences de cela, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'innover en interne. Et d'ailleurs, les grandes maisons, quand elles veulent innover, souvent elles créent une petite structure à côté voilà, pour développer. Et c'est vrai que développer à l'intérieur du système de conformité de nos entreprises du secteur financier, ça devient malheureusement de plus en plus compliqué. Et je pense que déjà en soi, ça c'est un problème et une remarque qu'on peut partager. Alors d'ailleurs, je ne suis pas la seule à faire cette remarque. Hein. Les superviseurs eux-mêmes, dans le monde entier, ont imaginé des sandbox, hein, donc des bacs à sable, qui sont finalement des endroits où on allège la réglementation. Preuve que si on applique toutes les règles, on n'arrive pas à développer de l'innovation. Donc ils font des bacs à sable dans lesquels les startups ou d'autres, enfin des acteurs peuvent développer de l'innovation. Mais je veux quand même souligner le fait que si ces innovations répondent à des besoins des entreprises d'assurance, répondent à des besoins des assurés, etc., il y a un moment où il faut évidemment les porter à grande échelle parce que ça ne peut pas rester indéfiniment dans le bac à sable. Et donc là, la chaîne de l'innovation se poursuit et ça fait partie aussi du mécanisme de l'innovation que d'avoir des entreprises déjà établies qui vont savoir adapter et prendre les innovations de la FinTech pour ensuite les porter à grande échelle et les intégrer dans leur système. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas opposer, encore une fois,
ces startups, ces fintechs et puis les entreprises, tout ça, c'est une même chaîne et suivant les maillons, eh bien, c'est tel ou tel acteur qui prend le leadership. Mais c'est ce qu'on voit. Nous, on a fait l'analyse dans la commission digitale de la FFA. Quand on regarde l'ensemble des fintechs, en fait, il y a à peu près 90% des fintechs qui sont partenaires des entreprises d'assurance, hein, c'est-à-dire qui développent des technologies qui vont aider l'assureur dans sa gestion interne, dans la gestion des sinistres, dans sa gestion financière, etc. Hein. Et il n'y a que 10% des innovations, d'ailleurs plutôt portées par les GAFA, etc., qui peuvent être vues comme des concurrents directs des assureurs. Donc il y a vraiment une chaîne et une alliance objective entre des gens qui, dans des environnements particuliers comme les sandbox, vont développer des solutions innovantes, et puis le scaling de ces innovations qui se fait là plus traditionnellement dans des entreprises qui ont déjà la maturité nécessaire. Alors, la conséquence de tout ce développement digital, c'est évidemment le cyber-risque. Bon, vous connaissez tous hein, les conséquences désastreuses des attaques, par exemple, sur SWIFT, hein, le réseau interbancaire qui avait permis de détourner 1 milliard d'euros. Bon, tous les jours, on parle de fuite de données, donc ça, effectivement, c'est un vrai risque. Je voudrais quand même rappeler que le métier historique de la data, c'est l'assurance, que depuis des décennies, vous nous confiez vos données et qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de fuite majeure, il n'y a même pas eu de fuite du tout sur toutes ces données. Donc les assureurs ou le système de l'assurance est très bien placé parce qu'il a appris historiquement à maîtriser les risques. Il est clair qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on faisait jusqu'à présent parce que les menaces sont maintenant d'une nature différente et d'ailleurs elles évoluent tous les jours. Mais encore une fois, je pense qu'on fait plutôt la course en tête, ce qui est quand même plutôt agréable. Donc en conclusion, je voudrais dire que certes, on vit peut-être une des périodes les plus volatiles de l'histoire de notre profession, en tout cas de l'histoire donc du passé, je ne sais pas ce qu'il en sera de l'avenir. Mais en tant qu'assureur, vous avez compris que je veux croire qu'on est très bien placé pour faire face à cette volatilité. Dans un monde qui change de plus en plus vite, ceux dont le métier consiste justement à accompagner les chocs, à investir dans l'avenir et donc à anticiper, auront toujours une longueur d'avance. Et ils pourront donc participer pleinement à la construction de la société de demain, une société que je vois comme plus solidaire et donc plus résiliente. Merci beaucoup. Merci à vous, madame.